C'est un podcast sur le silence, celui qui entoure l'inceste et les violences intrafamiliales. Ou peut-être une nuit, très joli titre, est produit par le studio Louis Média, une série en 6 épisodes de 40 minutes, créée par Charlotte Pudlowski et réalisée par Anna Bui. Des témoignages, des analyses et des silences. Bonjour Charlotte Pudlowski. Bonjour. Pour qui ne connaît pas Louis Média, Louis L-O-U-I-E comme l'oreille, quelle est votre ligne éditoriale ? Nous, on dit que c'est faire ressentir le monde, c'est-à-dire raconter des histoires, mais très ancrées dans l'époque. Donc là, c'est un podcast sur l'inceste, mais on a des podcasts d'histoire, on a un podcast qui s'appelle Émotion, qui décortique nos sentiments globalement. L'idée, voilà, c'est vraiment de raconter l'époque avec des émotions fortes. Je ne sais plus quel musicien disait qu'un trou se définissait par ce qu'il y a autour. Comment on réalise un podcast sur le silence ? Je voulais d'abord qu'il soit audible, c'est-à-dire je sais que c'est un sujet qui fait extrêmement peur, je voulais surtout que ce soit pas glauque, pas sordide, et on a beaucoup travaillé avec Anna Bui, la réalisatrice, pour que les gens aient plus envie de faire la révolution après avoir écouté le podcast, plutôt que d'être déprimés. Donc on a beaucoup réfléchi à la question des silences, de la musique, et puis moi, en faisant les dizaines d'interviews que j'ai faites, j'ai essayé de donner la parole aux victimes, aux experts. Je voulais vraiment qu'on comprenne, je voulais vraiment que ce soit un podcast d'analyse et pas d'accumuler les témoignages pour juste pointer la souffrance, quoi. Et je trouve que ce qui moi, en tout cas, m'a énormément frappé avec tous ces témoignages, c'est à quel point la parole des victimes est particulière. C'est-à-dire à quel point c'est des gens qui, parfois, ont une parole très précipitée, comme pour pas déranger en parlant, ou au contraire, un peu désaffectée, comme si leur mémoire, parce que les victimes ont souvent des troubles de mémoire, des problèmes de dissociation, etc., comme si ça avait atténué quelque chose. Et du coup, je trouve que le podcast, c'était vraiment le meilleur média pour raconter tout ça, à la fois parce que ça permettait de faire entendre cette parole, et à la fois parce que, pour les auditeurs, ça mime le geste qui, je trouve, devrait être celui de la société, d'accepter, d'écouter. Quel a été le déclencheur pour traiter de ce sujet, l'inceste ? Alors en fait, il y a quelques années, il y a 8 ans, ma mère m'a dit qu'elle avait été victime d'inceste, ce que je savais pas, et ce qui m'a vraiment énormément surprise, c'est pas tant qu'elle ait été victime d'inceste, parce qu'en fait, on devine toujours un petit peu les secrets de famille d'une manière ou d'une autre. Donc ça résonnait avec un certain nombre de choses que je savais d'elle. Ce qui m'a vraiment surprise, c'est le silence. On est très très proches, ma mère et moi. Moi, j'ai grandi dans une famille très aimante et très soudée. Et de me dire que même dans une famille comme ça, quand je parle de ma famille, je parle évidemment de ma famille nucléaire, que même dans une famille comme ça, aussi propice à laisser émerger les récits, cette parole-là n'ait pas pu se faire entendre. Vraiment, je comprenais pas. Intellectuellement, ça rentrait pas, en fait. Et il y a même la manière, l'occasion qu'elle a choisie pour vous le dire. Oui, on était à un dîner, mon père, ma mère et moi, et puis mon père est parti de table quelques instants, et elle m'a dit « Oh, tu sais, moi, mon père… » Je lui dis « Bah non, quoi, ton père ?» Elle me dit « Mais si, tu sais bien. » Et je savais absolument pas, on n'en avait jamais parlé. Elle me dit « Bah comme il a essayé d'abuser de moi. » Et mon père est revenu à table, on est complètement passé à autre chose, et moi, il m'a fallu quelques semaines pour me dire « Est-ce que j'ai pas rêvé cette conversation ? Est-ce que je suis pas folle ? Qu'est-ce que ça veut dire essayer d'abuser ?» Parce qu'en réalité, il l'avait agressée, mais c'était les mots qu'elle avait choisis pour me le dire. Donc c'était même le dévoilement était encore plein de silence. Et votre maman, on la retrouve dans ce podcast, et c'est pas rien, vous avez voulu faire parler votre mère, mais elle ne voulait pas parler tant que votre papa était en vie. Elle a quand même fini par accepter. De toute façon, c'était quelque chose d'impossible à raconter, que ce soit par fragments, que ce soit dans la globalité. C'était quelque chose dont je ne pouvais pas parler. Pendant des années, dans cette famille où l'on parlait tout le temps, elle avait laissé gronder un silence. Et à moi, elle m'avait caché des choses, cette chose. Elle nous avait emmenés chez ses parents, aussi longtemps qu'ils ont été en vie, jusqu'à mon adolescence à peu près, jusqu'à ce qu'elle ait 50 ans à peu près. Nous avions fêté Noël avec eux, accepté des chèques d'anniversaire, on avait déposé des baisers sur leurs joues, on était allés à leur enterrement, et on l'y avait vu pleurer. Et la plus grande énigme, ça a d'abord été « Pourquoi un si long silence ?» Et est-ce que vous avez la réponse à la fin de tout ce travail que vous avez effectué pour ce podcast ? Je pense qu'il y a des réponses, parce que c'est tout un système, mais globalement, on ne veut pas entendre les victimes, parce que si on les entendait, il faudrait accepter de remettre en cause tout l'ordre social qui est instauré par l'inceste, qui est un ordre social de violence et de domination. Et pardon pour cette question d'ignorant, mais pourquoi ces larmes à l'enterrement en dépit des violences subies ? Parce que c'est tout le problème de l'inceste, c'est qu'il y a de l'amour. Elle les aimait, ses parents. Je dis ses parents parce que… Bref, mais elle aimait aussi son père.
Et il a fallu des années et des années. C'est très récent qu'elle m'a dit oui, c'est vrai. C'est moi qui lui ai dit mais c'est pas ça un bon père. Et elle le dit dans le podcast. Elle dit c'est toi qui m'as dit c'est pas ça un bon père. Oui, parce que moi je sais ce que c'est d'avoir un bon père. Mais quand on sait pas et que par ailleurs c'est des gens qu'on fréquente tous les jours. Enfin voilà, toutes les victimes d'inceste ne détestent pas leurs parents ou leurs bourreaux. Très loin de là. Et c'est pour ça que c'est tellement difficile d'en parler. Et c'est pour ça que c'est tellement compliqué à dénouer. Vous parlez d'ordre social, vous parlez de pluriel, vous parlez au pluriel, pardon. Le cas de votre mère est loin d'être isolé. C'est quoi les chiffres ? Les chiffres, c'est le chiffre le plus parlant. C'est 2 à 3 enfants par classe. C'est 7 à 10% des enfants qui sont victimes d'inceste. Et ça veut dire aussi que, et c'est ce qu'explique très bien l'anthropologue Dorothée Ducy que j'ai interviewée, ça veut dire que même quand on n'a pas eu de l'inceste dans sa propre famille, on est quand même conditionné par ce silence, parce que quand on a 9 ou 10 ans, qui est l'âge des premières violences, et qu'on voit dans sa classe un petit garçon ou une petite fille qui arrive le matin à l'école et qui est épuisé parce qu'il se fait violer la nuit et qui peut pas dormir, qui arrive pas à suivre en classe, qui est isolé, qui a pas trop d'autres amis ou qui touche les fesses des autres garçons et des autres petites filles, on voit bien qu'il y a un problème. Et on nous enseigne pas en tant qu'enfant à dire qu'est-ce qu'il a en fait, qu'est-ce qu'elle a, pourquoi ça va pas. Et dans le podcast, vous montrez que c'est assez facile à repérer. Extrait. Ça se voit le plus souvent. Un enfant qui est incesté. Il est épuisé parce qu'il est dérangé la nuit, parce qu'il a peur de dormir. Il a des problèmes de mémoire à cause du fonctionnement de la mémoire traumatique. Il s'automutile. Il a des pensées suicidaires, il est violent. Tout ça le rend différent. Alors il s'isole. Il a moins d'amis. Il n'est pas joyeux, il est silencieux. J'ai appris au passage un mot, les enfants incestés. Si c'est facile à voir, parce que là, ça paraît très très clair, comment se fait-il que les profs, les éducateurs, les instituteurs, institutrices, professeurs des écoles, ne voient pas les enfants incestés ? C'est facile à voir quand on a les bonnes lunettes. C'est-à-dire, c'est facile à voir quand on a envie de voir, qu'on s'est posé la question, etc. Attendez, c'est dingue ce que vous dites. Vous dire par là que les professions enseignantes n'ont pas envie de voir ça ? Non, non, pas du tout. Je dis qu'ils n'ont pas les bonnes lunettes. C'est-à-dire, quand je dis qu'on est tous conditionnés par ce silence-là, ça veut dire qu'on est tous habitués à passer sous silence ces enjeux-là. On l'a fait quand on était petit en classe et qu'il y avait des enfants qui allaient pas bien, et on le fait quotidiennement dans la société. Moi, je jette absolument pas l'opprobre sur le personnel enseignant, et Dieu merci, il y a énormément d'entre eux et d'entre elles qui sont les personnes qui vont alerter et qui vont permettre à ces enfants-là d'être pris en charge. Mais simplement, on les forme pas. À un moment donné, l'éducation nationale ne dit pas... un des fondamentaux, c'est de faire que ces enfants soient en bonne santé. On sait très bien que les violences en général et les violences de ce type-là en particulier, ça va générer après des maladies toutes sortes, des maladies cardiovasculaires, des maladies mentales, etc. Enfin, si l'éducation nationale ne décide pas de former le personnel enseignant, c'est sûr que c'est difficile à voir. Et parfois de l'inceste à nouveau, puisqu'on dit qu'on reproduit ce qu'on a subi. Oui, absolument. Absolument. Les personnes qui ont été victimes de violences ont beaucoup plus de chance, évidemment, c'est pas le bon mot, mais de probabilité, voilà, à se retrouver victime de violences à nouveau. Restez avec nous, Charlotte Pudlowski, restez avec nous, auditeurs, auditrices. On parle de Louis Média, qui diffuse ce podcast consacré à l'inceste. Ça s'appelle « Ou peut-être une nuit », un très beau titre pour un sujet aussi grave. À tout de suite. En compagnie de Charlotte Pudlowski, cofondatrice de Louis Média et autrice du podcast « Ou peut-être une nuit ». 2 des 6 épisodes sont déjà en ligne, 2 autres aujourd'hui, les 2 derniers la semaine prochaine. Podcast consacré à l'inceste. Vous faites parler des victimes d'inceste, mais pas seulement. Et pour comprendre ce silence qui entoure ces drames familiaux, vous êtes allé voir une psychiatre. Elle s'appelle Muriel Salmona. Elle est spécialiste des violences sexuelles et des violences faites aux enfants, et elle vous explique le principe de la dissociation. C'est un état de choc traumatique, en fait, la dissociation. Quelqu'un de dissocié, c'est quelqu'un qui n'a plus d'émotions, est déconnecté des émotions, et est en grande incapacité de pouvoir se défendre. Quelqu'un de dissocié, vous lui dites, tu te déshabilles, la personne se déshabille. Tu te mets à genoux, elle se met à genoux. Tu ouvres la bouche, elle ouvre la bouche. Et alors après, bien entendu, la justice va dire oui, mais elle a pas dit non, elle s'est pas débattue, etc., etc. Ça crée une emprise immédiate, quoi, en fait, la dissociation. Donc cette dissociation, et ça c'est le propre de l'inceste, elle dure 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, parce qu'on peut rester en contact avec le système agresseur toute sa vie. Et on peut rester dissocié toute sa vie.
Ce silence peut durer des années parce que la mémoire traumatique fait qu'on occulte des faits devenus extrêmement trop insupportables. Dans votre cas familial, votre maman a attendu que vous ayez 26 ans pour parler. Et les autres victimes que vous avez rencontrées ? C'est très variable. La personne la plus jeune que j'ai interviewée, Julie, elle a moins de 30 ans au moment où elle me raconte, et elle est en plein dans sa sortie du silence. Elle a commencé à dévoiler certaines choses, il y a eu un procès, mais elle n'a pas encore tout dit. Donc ça dépend vraiment de l'histoire familiale, et c'est ce que j'essaye de montrer aussi dans le podcast, c'est que moi, ma mère, elle me l'a dit à moi explicitement, j'avais 26 ans, elle l'a dit un peu plus tôt, quelques années avant, à ma grande sœur. Mais en fait, très souvent, les enfants parlent. Ils disent pas forcément de manière hyper explicite j'ai subi un inceste, parce qu'ils connaissent pas forcément le mot, mais ils parlent. La difficulté, c'est de les entendre. Je rebondis sur une phrase que vous venez de dire. Elle l'a dit à votre grande sœur, mais votre grande sœur ne vous l'avait pas dit. Non. Et elle l'a dit aussi à mon petit frère quelques années après moi, et on s'en est pas parlé non plus. Et on voit cet échange ou ce non-échange de paroles, y compris dans une situation familiale heureuse. Tout à fait. Oui, parce que c'est extrêmement difficile à dire et qu'on a un peu l'impression d'avoir une bombe entre les mains. Et je pense que ma grande sœur, elle savait pas comment j'allais réagir, et elle n'était pas sûre que ça me fasse du bien de savoir ça. Comment vous avez trouvé vos témoins et comment ensuite vous les avez convaincus de vous parler ? Ce qui est très étonnant, c'est que ça a été hyper facile en fait. À partir du moment où je me suis dit les chiffres c'est ça, et donc j'ai été en alerte, j'en ai vu partout. En fait, il y en a partout. C'est-à-dire, c'est une personne qui envoie un mail à Louis, donc le studio de podcast que j'ai co-créé, et dont on comprend entre les lignes que ce qu'elle veut dire par histoire traumatique, etc., c'est une histoire d'inceste. Donc quelqu'un de l'équipe, Maud Benakcha en l'occurrence, me renvoie vers cette personne, et je vais aller l'interviewer. C'est une personne qui m'envoie un message sur Instagram, Julie, pour me dire vous avez jamais parlé d'histoire d'inceste chez Louis. Je me dis pourquoi cette personne, elle a envie qu'on parle d'histoire d'inceste. Donc je vais la contacter. J'avais une amie dont je savais qu'elle avait été victime, que j'avais interviewée pour un autre projet il y a quelques années, donc j'ai décidé de la réinterviewer. En fait, à partir du moment, et c'est ça que je voulais dire sur mes histoires de lunettes tout à l'heure, c'est qu'à partir du moment où on chausse les bonnes lunettes, s'il y a 7 à 10% de la population qui a été victime d'inceste, il suffit vraiment d'ouvrir les yeux et les oreilles pour les trouver. Et souvent, elles ont envie de parler. Adrien Taquet, qui est le secrétaire d'État chargé de l'enfance et des familles, a annoncé la création d'une commission sur les violences sexuelles faites aux enfants. Qu'en attendez-vous ? Qu'attendez-vous de cette commission ? Moi, je pense qu'il faut suivre les associations là-dessus. Moi, ce que je voulais faire avec ce podcast, c'était vraiment essayer de comprendre le silence et le système inceste. Moi, ce que j'attends dans les grandes lignes, c'est que le gouvernement prenne la mesure de ces violences-là. Mais j'ai pas l'impression que ce soit un gouvernement qui s'intéresse réellement aux violences, que ce soit celles faites aux femmes ou celles faites aux enfants. Et c'est lié, puisque les deux sont des enjeux de féminisme et de combattre les dominations. Si vous écoutent, ils doivent bondir. Qui bondissent, je veux dire, ou qui donnent de l'argent aux associations et qui mettent en place un vrai plan de lutte. Moi, je demande pas mieux. J'espère qu'ils vont faire des choses bien. On est une émission média, on parle aussi de l'économie des médias. Vous avez réalisé ce podcast avec le soutien de la Fondation Kering. Oui. Quelle a été leur aide ? Quelle est leur mission ? Leur aide, ça a été une aide financière et une aide pour la création d'un guide audio qu'on va réaliser. On va faire une table ronde que les gens pourront suivre. Le 3 octobre sera une table ronde virtuelle pour essayer de donner un petit peu des outils concrets aux gens sur comment on recueille cette parole, comment on identifie les enfants qui vont pas bien, etc. Et donc leur rôle, c'est de nous accompagner là-dedans. Et je dois dire que ça a été assez fondamental qu'il y ait des acteurs privés qui soient capables de s'engager là-dedans. C'est un sujet qui fait très peur. Et je le dis vraiment de manière hyper sincère, c'était très très précieux que la Fondation Kering s'engage auprès de nous, comme il s'engage déjà auprès d'associations sur ce sujet. Quels autres projets chez Louis Média ? Plein. On a un podcast d'histoire vraie qui arrive en octobre, où ce sera des histoires racontées par des gens. On est très 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 excités par ce projet. Et puis une nouvelle saison, notamment de notre podcast Entre, qui est un podcast qui s'intéresse à l'enfance. On donne la parole aux enfants et nous raconte comment ils grandissent, leur vision du monde, etc. C'est gratuit, c'est payant. C'est quoi votre modèle économique d'un mot ? Tous nos podcasts sont disponibles sur toutes les plateformes, donc Apple Podcasts, Spotify, Deezer, etc. Et notre modèle économique, c'est à la fois la publicité, donc il y en a au début et à la fin de nos podcasts, et c'est ce que les auditeurs doivent savoir, c'est que c'est ce qui nous permet d'être financés. On a un club auquel les gens peuvent s'abonner aussi pour nous soutenir, et puis c'est la production extérieure. On produit pour des marques, on produit pour les plateformes, et on produit pour des institutions comme le Centre Pompidou, l'AFD, etc. Merci beaucoup Charlotte Pudlowski. Je rappelle que
que vous êtes cofondatrice de Louis Média, autrice du podcast Ou peut-être une nuit. 2 des 6 épisodes déjà disponibles en ligne, 2 autres aujourd'hui, les 2 derniers la semaine prochaine. Merci d'avoir été en direct sur Culture Média.